Madame, Monsieur, bonsoir. Bernard Tapie souffle un gros ouf de soulagement. La perspective de son inéligibilité s'éloigne provisoirement pour 6 mois au moins après la décision du tribunal de commerce de Paris de placer ces sociétés en redressement judiciaire. Dans l'actualité, le dernier sommet franco-allemand de François Mitterrand, la visite du secrétaire général des Nations Unies à Sarajevo. M. Boutros-Ghali a été conspué dans la rue par les habitants qui ne croient plus à la négociation. Dans cette édition également, la baisse du chômage au mois d'octobre, moins 0,5%. Et puis notre invité ce soir, Nicole Garcia, qui interprète dans le téléfilm diffusé à 20h50 sur notre chaîne, Jeanne, chirurgien le jour, collectionneuse d'aventures la nuit. Bonsoir. Je vous propose de commencer ce journal par une double enquête à la veille de la journée mondiale contre le sida, qui sera doublée, vous le savez, d'un sommet demain à Paris, où 42 chefs de gouvernement vont essayer de trouver les moyens de financer la lutte contre la maladie. Avant d'aller voir l'immense travail réalisé par des bénévoles en Afrique, un regard sur les difficultés de prévention chez nous, en France. Les fameux distributeurs de préservatifs sont installés dans les lieux publics, mais seulement une dizaine d'entreprises ont franchi le pas en s'équipant de distributeurs dans leurs locaux. C'est le cas chez Yves Saint Laurent. Regardez ce reportage de Laurent Bailly et Jean Corneille. Chez Yves Saint Laurent, les distributeurs de préservatifs sont installés dans les toilettes. Ici, le débit, c'est une dizaine de boîtes par semaine. Chez les salariés, l'accueil est positif. C'est pratique, ça peut toujours dépanner. Je trouve qu'il devrait y en avoir partout, il devrait y en avoir encore plus. Mais si ça peut aider les gens et si ça peut arrêter le fléau de ce virus, je pense que c'est indispensable. C'est très très important justement qu'il y ait des préservatifs justement dans des endroits assez discrets pour des personnes qui n'osent pas aller en pharmacie. Et là, c'est parfait pour eux. De son côté, comment la direction explique-t-elle ce qu'on peut appeler une intrusion dans le domaine privé du salarié? Ça concerne en effet la vie privée, mais d'aider le salarié à être mieux informé, à mieux se défendre, fait partie, à mon sens, aussi du rôle de l'entreprise. L'entreprise n'est pas là que pour fournir du travail, recevoir un travail et payer les gens. Alors pourquoi une telle réticence de la part des entreprises? Après tout, un distributeur ne coûte que 6 000 francs au maximum. Le chef d'entreprise peut avoir peur de la réaction de ses salariés, voir comme une agression le fait de mettre un distributeur de préservatifs. Une incitation à la débauche? Peut-être, oui, sûrement. Au fait, les salariés de Saint-Laurent auraient-ils sombré dans le stupre au sein même de l'entreprise? Ça pourrait être sympathique. Mais nous, c'est pas tellement l'entreprise idéale pour ça. Il n'y a que des femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes. On n'a pas énormément de place ici et à mon avis, il y a sûrement des endroits beaucoup plus agréables pour faire ça. Après tout, les distributeurs équipent même des lycées, alors pourquoi pas les entreprises? Ce drame du sida vécu à une toute autre ampleur en Afrique. Dans certains pays, c'est toute une partie de la population entre 20 et 40 ans qui risque tout simplement d'être rayée de la carte. Une maladie qui mobilise pourtant toutes les énergies. Avec cet exemple, regardez le reportage en Côte d'Ivoire de nos envoyés spéciaux Jean-Daniel Flézaquier et Pierre Moscovici. Lucia Maolé est italienne, religieuse et médecin-chef de l'hôpital d'Alépé en Côte d'Ivoire, à 80 km d'Abidjan. Ici, chaque jour, ce sont 80 à 100 personnes qui viennent consulter, parfois pour des motifs très graves, parfois simplement pour dire bonjour. La hantise des malades du dispensaire, c'est le sida. Une hantise que partage le docteur Maolé. Moi aussi, j'ai de peur parce que je vois que la maladie est en train de se répandre d'une vitesse incroyable. Et tant c'est vrai que quand il y a un malade qui vient à la consultation avec d'autres signes de maladie, les premiers soucis que je veux, c'est est-ce que ce n'est pas un sidaïen, est-ce que ce n'est pas un séropositif? Malheureusement, c'est très souvent le cas et le docteur Maolé n'a pas toujours les médicaments pour les aider. Et puis il y a ceux aussi qu'il faut éviter de contaminer par une transfusion notamment. Obtenir une poche de sang, c'est cher et difficile. Une poche dont le donneur a été testé, c'est encore plus dur. J'ai du mal à parler d'une transfusion parce que je sais ce que c'est le risque qu'il y a, non, même pour la maladie. Mais il y a certains cas que tu ne peux pas choisir. Or, chez les enfants là, si tu ne donnes pas de sang dans la journée, je risque de perdre l'enfant. Plusieurs fois par semaine, le docteur Maolé redevient sœur Lucia. Elle va dans les villages faire de l'éducation sanitaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Ici, les partenaires multiples sont une règle et 30% des femmes enceintes sont séropositives.
Sœur Lucia enseigne les messages de l'Église sur la fidélité et la chasteté, mais il y a aussi la réalité du terrain. Et Alépée est loin, très loin, de la cité du Vatican. Quand vous avez, par exemple, dans votre consultation des gens séropositifs, vous leur parlez du préservatif? Oui. Ah, bien sûr, ça c'est l'unique moyen que nous avons pour la prévention. Nous allons les obliger à utiliser les préservatifs. Et à ces personnes-là, nous allons donner le matériel nous-mêmes pour avoir l'assurance et qu'ils puissent avoir les moyens pour se protéger. Mais votre conscience de médecin est en accord avec votre conscience de femme d'église? Devant Dieu, je me sens en paix. Et nous reviendrons demain donc sur ce drame du sida dans toutes nos éditions à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le dossier Tapie maintenant. Le tribunal de commerce de Paris a donc accordé un ballon d'oxygène à Bernard Tapie pour 6 mois. Ces sociétés sont placées en redressement judiciaire. Et ce que Bernard Tapie redoutait le plus, la perspective de ne pouvoir participer aux prochaines séances électorales, s'éloigne provisoirement. Philippe Boisserie et Vincent Maillard. Lorsque la porte de la salle d'audience numéro 1 s'ouvre, Bernard Tapie et ses avocats craignent une chose par-dessus tout, la liquidation judiciaire d'une société avec pour conséquence immédiate son inéligibilité. À la fin de la lecture des 19 pages de jugement, un seul terme a été prononcé, redressement judiciaire. Un redressement judiciaire prononcé pour chacune des sociétés de Bernard Tapie. Celle gérant ses biens personnels, mais aussi BTF qui chapeaute les actifs industriels comme Testu, Terraillon ou La Vie Claire. Un jugement a priori favorable, mais qui rend les avocats très prudents. C'est un jugement très sage. Pas de commentaire. Pourquoi pas de commentaire? Il faut analyser le jugement, il faut voir l'ensemble. C'est pas aussi simple que ça. Cette analyse, les avocats partent aussitôt la faire avec Bernard Tapie. Et le député homme d'affaires réagit lui de façon plus tranchée. Il se dit très satisfait car selon lui, ces entreprises et leurs salariés vont pouvoir continuer à vivre. Qui plus est, le dernier jugement donne rendez-vous au même endroit le 14 décembre prochain à Bernard Tapie, mais aussi aux anciens dirigeants du Crédit Lyonnais et de sa filiale, la SDBO, pour enquêter sur les responsabilités respectives. Au Crédit Lyonnais, on n'en est pas moins serein et on se dit même, comme Bernard Tapie, très satisfait de ce jugement. Car les entreprises vont être toutes placées sous la responsabilité d'un administrateur judiciaire, donc plus sous celle de Bernard Tapie. Que vont trouver ces administrateurs judiciaires? C'est toute la question. Mais si d'aventure les caisses d'une société s'avéraient vides, ils ne pourraient que constater l'état de cessation de paiement et l'on reparlerait de liquidation judiciaire. Bernard Tapie ne cache plus depuis plusieurs mois son ambition politique numéro 1, devenir le prochain maire de Marseille. Une ambition qui, avec la décision d'aujourd'hui, reste donc réalisable. Les réactions recueillies à Marseille par Yannick Aroussi et Jacques Garniche. Cap sur la mairie pour Bernard Tapie, libéré provisoirement de l'épée de Damoclès de l'inéligibilité. Bernard Tapie qui, malgré ses affaires, conserve un capital sympathie. Tous y magouillent. Au contraire, il va magouiller pour la ville, il va magouiller pour lui et pour la ville. Ça sera Gaston Nefer numéro 2. Je crois que lui encore c'est le plus blanc des noirs, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont déjà en tôle et lui il est encore là. Avec toutes les affaires qui sont sorties, ben vraiment, je ne sais pas si les gens pourront tellement lui faire confiance. Hein. La confiance, elle n'a jamais quitté les collaborateurs de Bernard Tapie. Ici, à la permanence de la Belle de Mai, ils poursuivent leur travail en vue des municipales, sereins depuis la décision de ce matin. On est franchement heureux, il faut être honnête, mais on n'a pas eu de doute, je répète, c'était quelque chose pour nous qui était naturel. C'est une affaire privée qui avait interféré sur le champ politique, de façon très visible et très nette, mais aujourd'hui, les gens savent que Tapie pourra se présenter aux élections municipales de Marseille s'il le souhaite. Tout le monde le sait, y compris la droite marseillaise, qui s'apprête à affronter Bernard Tapie sur le terrain politique. Bernard Tapie est forcément un candidat inquiétant. Inquiétant quand on aime sa ville, quand on voit ce qu'il a fait, tant au niveau de son travail dans sa vie professionnelle, que dans la vie sportive, que dans la vie politique, qui est un vide sidéral. Et donc on est forcément, quand on aime cette ville, un peu inquiet, quand certains vous disent que ça sera un bon maire. Robert Vigouroux et Jean-Claude Gaudin, deux des principaux intéressés par la question, n'ont eux pas souhaité commenter une décision de justice. Maintenant, les sociétés de Bernard Tapie vont être placées sous l'autorité d'un administrateur judiciaire qui va essayer de trouver des solutions, continuer l'activité ou vendre ces sociétés. À l'heure actuelle, l'ensemble du groupe est endetté à hauteur d'1,3 milliard de francs, qui, dans ces circonstances, est susceptible de se porter acquéreur. L'enquête de Frédéric Rota qui dresse l'état de santé des sociétés de Bernard Tapie.
Ça, c'était l'image d'un battant. Avant, il reprenait les affaires des autres. Aujourd'hui, serait-ce l'inverse? Rien n'est moins sûr. Tout d'abord, le cas BTF, Bernard Tapie Finance. C'est le holding qui contrôle Testu, Terraillon, La Vie Claire. Plusieurs centaines d'emplois. Pour prendre le contrôle d'une ou plusieurs de ces sociétés, l'éventuel repreneur devrait racheter le portefeuille d'actions de BTF et éponger une partie du passif. Mais guère d'espoir de reprise, les sociétés sont dans le rouge. Le groupe Seb Tefal, le plus à même en France de reprendre Testu et Terraillon, nous a déclaré qu'il n'était pas intéressé. Plus préoccupante encore, la société Alain Colas Tahiti qui gère le Fosséa. L'équipage n'est plus payé, l'assurance non plus. Un déficit depuis 1984, une amende de 67 millions de francs aux douanes. Qui plus est, le bateau est saisi. Estimé à 300 millions de francs, le Fosséa n'est pas prêt d'être cédé, en tout cas à ce prix-là. État de survie artificielle également pour FIBT, financière immobilière Bernard Tapie, qui coiffe les biens immobiliers de la famille Tapie, y compris l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, saisi mais désormais invendable. Le Crédit Lyonnais voulait le mettre aux enchères le 15 décembre prochain, le redressement judiciaire l'interdit. Le problème, en fait, pour les éventuels repreneurs, c'est la nature des relations d'un Bernard Tapie en chute libre avec un banquier, le Crédit Lyonnais, une situation qui sera éclaircie dans quelques jours. Dominique Verdeillan, essayons de faire le tour de ce dossier extrêmement compliqué, on vient de le voir. Est-ce que d'abord, on doit considérer ce soir que Bernard Tapie s'en sort bien? Écoutez, Étienne, répit, sursis, deuxième chance. Il y a deux hommes soulagés ce soir, Bernard Tapie, chef d'entreprise, et Bernard Tapie, homme politique, candidat. Seulement le parquet, le ministère public, dépendant de la chancellerie, avait requis pour deux des sociétés de Bernard Tapie la liquidation judiciaire. Liquidation qui aurait eu comme conséquence l'inéligibilité de Bernard Tapie. Il demeure donc ce soir une interrogation. Le parquet va-t-il faire appel dans les 10 jours qui viennent de ce jugement qui épargne le candidat Tapie? Vous l'avez compris, ce n'est pas une décision judiciaire mais politique et elle sera prise en haut lieu. Alors, pendant 6 mois, les activités, on l'a compris, vont donc être mises sous tutelle en quelque sorte. Quelles conséquences pour Bernard Tapie et ses sociétés? Écoutez, cela veut dire que derrière Bernard Tapie, durant 6 mois au moins, il y a 3 hommes, 3 administrateurs judiciaires qui vont surveiller faits et gestes financiers du député européen. Cela veut dire aussi que le Crédit Lyonnais ne peut plus vendre aux enchères, comme il le souhaitait, l'hôtel particulier de Bernard Tapie. Le devenir des biens immobiliers et mobiliers de Bernard Tapie est désormais du ressort de la justice. Enfin, le 14 décembre prochain, Bernard Tapie sera mis en redressement judiciaire à titre personnel et non plus à titre de chef d'entreprise. Conséquence, il devra également réduire son train de vie. Toute sortie d'argent importante lui sera impossible. Est-ce que pendant ces 6 mois, donc, des décisions peuvent intervenir qui remettent en cause ce sursis, ce ballon d'oxygène accordé à Bernard Tapie? Je vous l'ai dit tout à l'heure, répit, sursis, mais Bernard Tapie n'est pas à l'abri. Pour autant, 2 événements peuvent encore remettre en cause ce statu quo dans les semaines, dans les mois qui viennent. Primo, le tribunal de commerce, au cours de son enquête, de son instruction en quelque sorte, peut constater que Bernard Tapie a commis des fautes graves dans la gestion de ses sociétés, c'est la faillite personnelle. Secondo, cessation de paiement pour l'une des entreprises, c'est alors la liquidation judiciaire décidée dans l'urgence. L'une de ces décisions de justice serait alors fatale, elle sanctionnerait le chef d'entreprise et condamnerait l'homme politique à renoncer à toute carrière électorale. Merci Dominique. Dernier élément de l'actualité, Bernard Tapie, son club de football, l'Olympique de Marseille, l'un de ses meilleurs atouts pour la conquête de la mairie, a été éliminé en Coupe de la Ligue hier soir. Conséquence immédiate, le départ de l'entraîneur Marc Bourrier. Laurent-Frédéric Bollet. Dès ce matin, la décision de Bernard Tapie ne faisait aucun doute. À l'échauffement des Marseillais, un homme seul dans son coin. Pour Marc Bourrier, c'est la dernière séance d'entraînement. Marc, est-ce que Bernard Tapie vous a fait part d'une décision Sans commentaire, je te l'ai déjà dit. À voir la tête de Bernard Tapie hier soir, on savait qu'il y avait du changement dans l'air. C'est que Bernard Tapie n'aime pas perdre. Alors, quand l'OM perd au premier tour de la Coupe de la Ligue contre une modeste équipe de Niort, quand cette défaite vient après d'autres, oui, il fallait taper du poing, Bourrier et l'OM, c'est donc fini. Je crois que quand il y a un mauvais résultat, ou des mauvais résultats, c'est souvent l'entraîneur qui trinque. Et nous, on a travaillé 5-6 mois avec lui, bon, moi c'est très bien passé. Ça m'a fait beaucoup de peine pour lui, mais malheureusement, ou heureusement, la vie continue. Exit Bourrier, son successeur pourrait être Gérard Gilly, qui vient d'être, ironie du sort, écarté de Montpellier. Il avait déjà dirigé l'OM en 88 avant d'être remplacé. Il connaît donc bien les habitudes de la maison.
L'actualité internationale maintenant avec le dernier sommet franco-allemand de François Mitterrand. Le président de la République et le chancelier allemand Helmut Kohl ont essayé d'aplanir leurs divergences pour cette dernière rencontre officielle. François Mitterrand qui, à l'heure du départ, affirme n'avoir ressenti aucune nostalgie. À Bonn, Thierry Thuillier. Ils se sont rencontrés la première fois il y a 12 ans. Devenus complices au fil des années, leur parcours commun se termine aujourd'hui à Bonn, très sobrement. François Mitterrand est en fin de mandat, Helmut Kohl vient d'être réélu. Misez pas trop sur la nostalgie. Il y a très longtemps que je sais que dans la vie, il y a un commencement et une fin. Donc si on devait à chaque situation nouvelle, celle qui se rapproche du commencement ou celle qui se rapproche de la fin, s'émouvoir outre mesure, on finirait par mourir d'un arrêt du cœur. Et je ne m'y sens pas prêt. Je ne voudrais pas du tout me trouver dans la situation de ces acteurs qui quittent la scène et qui font des tournées d'adieu pendant quelques années. Le sommet de Bonn est aussi l'occasion d'un bilan très largement positif pour Helmut Kohl. Si on mesure le chemin parcouru, même si nous n'étions pas toujours d'accord, comme ça arrive dans un couple, on s'aperçoit qu'il y a 12 ans d'initiatives franco-allemandes ou germano-françaises ininterrompues en faveur de l'Europe. Au sujet de l'Europe et de la Bosnie précisément, Paris, qui attendait des clarifications du chancelier allemand sur la levée de l'embargo sur les armes, a été rassuré. Helmut Kohl, convaincu qu'il faut permettre aux musulmans de se défendre, restera solidaire de la France pour qui la priorité est la recherche d'un règlement négocié en Bosnie. Le couple franco-allemand a donc toutes les apparences de la solidité, mais les différends n'ont été que partiellement résolus. Dans quelques mois, sans doute après l'élection présidentielle, Paris et Bonn savent qu'ils devront procéder à une mise à plat de leurs relations, mise à plat nécessaire pour la poursuite de la construction européenne. Si ce 64e sommet a consacré la bonne entente entre la France et l'Allemagne, la conférence de presse finale a donné lieu à un petit accrochage entre François Mitterrand et Édouard Balladur. Et dans une cohabitation jusqu'ici sans histoire, l'échange n'est pas passé inaperçu. Ce que je souhaite, c'est que l'on n'enferme pas le débat sur l'avenir de l'Europe dans les mêmes données que parfois on l'a fait dans le passé. Il y a 30 ou 40 ans que l'on débat de la question de savoir s'il faut que l'Europe soit plus ou moins fédérale, plus ou moins intégrée. Et je crois qu'il serait temps de sortir de ces catégories juridiques dans lesquelles nous, Français notamment, avons parfois trop tendance à nous enfermer. Personnellement, je ne suis pas effrayé, je suis tenté par le fédéralisme dans certains domaines, et j'en aperçois les limites tout aussitôt en raison de la vieille et grande histoire de nos peuples. On ne peut pas abolir, j'entendais M. le Premier ministre dire qu'il ne voulait pas reprendre les chemins du passé, mais dans ce cas-là, on ne passera nulle part, car tous les chemins ont été tracés dans le passé. La terre est sillonnée de pas qui sont allés dans un sens ou dans l'autre. Et je crois personnellement que la vérité est davantage dans une synthèse entre les deux théories, selon le type de sujet traité. Les Français et les Allemands ont rappelé que sur la Bosnie, la solution ne pouvait être que politique, mais la perspective d'une négociation est aujourd'hui repoussée par les Bosniaques comme par les Serbes. Les habitants de Sarajevo ont copieusement sifflé le secrétaire général de l'ONU en visite dans la capitale pour la première fois depuis 2 ans. Jérôme Bonny. C'est décontracté, souriant, sans le réglementaire gilet pare-balles que Boutros Boutros-Ghali était arrivé ce matin à Sarajevo. Je suis un optimiste. J'espère créer une nouvelle dynamique en faveur d'un cessez-le-feu à Bihac. C'est dépité, les traits tirés, qu'il en est reparti cet après-midi. Entre-temps, les nerfs du secrétaire général des Nations Unies sont mis à rude épreuve. Sa visite est ponctuée de manifestations hostiles à l'ONU, même si beaucoup d'habitants de Sarajevo ne souhaitent pas le départ des casques bleus. Aux côtés du président Izetbegovic, il avance que leurs points de vue sur le processus de paix ne sont pas fondamentalement différents. Léger malaise. Un peu différent, je le crains, rétorque le président bosniaque, qui affirme avoir signifié au secrétaire général qu'il n'avait pas le droit d'être neutre et que le gouvernement légal de Bosnie doit être défendu par les grandes puissances. Allusion évidente au revers de son 5e corps d'armée à Bihac, où malgré les frappes aériennes de l'OTAN, les troupes serbes ont poursuivi leur offensive jusqu'à hier.
Les Croates menacent d'intervenir à Bihac de crainte d'une prise de contrôle serbe qui impliquerait une menace vers l'Adriatique. Pour conclure une visite qui tourne au fiasco, la rencontre de Boutros Ghali avec le président des Serbes de Bosnie est annulée. En refusant de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, le docteur Karadzic a rendu un mauvais service à son peuple. Profondément déçu, le secrétaire général a quitté Sarajevo en brandissant la menace d'un retrait des casques bleus de Bosnie. Malgré cela, la France ne désespère pas de pouvoir organiser une nouvelle conférence internationale. Déclaration d'Alain Juppé à l'Assemblée nationale cet après-midi, le ministre des Affaires étrangères qui a mis l'accent une fois de plus sur l'absurdité de la situation. Nous sommes depuis des mois et des mois face à une alternative. Le recours à la force ou la recherche d'une solution négociée. D'une certaine manière, ce qui vient de se passer à Bihac clarifie, hélas, la situation. Une évidence s'impose, il n'existe personne aujourd'hui, et il m'est arrivé de le regretter, dans la communauté internationale, aucune organisation, ni les Nations Unies, ni l'Alliance Atlantique, aucune puissance en particulier qui ait la volonté ou la capacité d'utiliser la force pour imposer un règlement en Bosnie. Et je dois dire que la logique extrême, ou la forme extrême de la logique de force, qui est la levée de l'embargo, apparaît aujourd'hui plus absurde que jamais. Les troupes bosniaques, même si elles recevaient des équipements supplémentaires par rapport à ceux qu'elles ont déjà, seraient évidemment balayées en cas de levée de l'embargo et personne n'irait les aider. Il faut aujourd'hui dénoncer l'illusion qui a été entretenue par certains pendant des mois et qui d'une certaine manière a favorisé ce qui s'est passé à Bihac. Toujours à l'étranger, la malédiction de l'Achille Lauro, ce bateau de croisière italien qu'un commando palestinien avait détourné en 1985, a été victime ce matin au large des côtes somaliennes d'un incendie. 1 millier de passagers étaient à bord qu'il a fallu évacuer en catastrophe. Anne Mourgue. Octobre 85, l'Achille Lauro rentre au port. Déjà, il mérite son surnom de bateau maudit. Pendant de longues heures, un commando palestinien vient de détourner le navire, prendre en otage 450 passagers. Cela se passait au large de l'Égypte. Des passagers choqués, mais indemnes, sauf un Américain de religion juive, handicapé, abattu et jeté par-dessus bord par les preneurs d'otages. L'affaire tiendra en haleine le monde entier. Pendant 9 ans, l'Achille Lauro continuera à naviguer, croisière de luxe. Aux passagers à qui l'on remettait cette cassette vidéo, la compagnie promettait un moment inoubliable, du champagne à flot, une croisière idyllique. Pour ces passagers, le rêve s'est arrêté cette nuit à 1h30. Parti de Gênes en Italie, le navire se rendait en Afrique du Sud quand un incendie se déclare au large de la Somalie. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, le président de la compagnie ne peut donner beaucoup d'explications. On ne sait pas, dit-il, ce qui s'est passé. On sait juste que les 500 passagers étaient dans la salle de bal, qu'ils ont tous eu le temps d'enfiler des gilets de sauvetage, de prendre place sur des canots de survie avant d'être recueillis par des bateaux qui passaient. Au siège de la compagnie, les familles des membres d'équipage sont encore sous le choc. La plupart avaient un mari, un frère sur le bateau. Tous reconnaissent qu'ils ont eu beaucoup de chance. Cette femme a appris la nouvelle en regardant la télévision. Son fils était magicien à bord de l'Achille Lauro. Je ne savais pas si c'était une plaisanterie, dit-elle. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai. Il y a 3 ans, mon fils était déjà à bord d'un autre bateau. Là aussi, il y avait eu un incendie. Je ne comprends pas comment il a pu s'en sortir 2 fois. Ce soir, l'incendie serait éteint, mais d'après les secours, le bateau a engouffré beaucoup d'eau. Il gîte dangereusement et menacerait de couler. L'Achille Lauro fait certainement parler de lui pour la dernière fois. En France, Alain Carignon, le maire de Grenoble, et Jean-Louis Dutaré, l'ancien PDG de la Sofirad, une nouvelle fois mis en examen dans l'affaire Dauphiné News pour subornation de témoins. Cette fois, ils auraient exercé des pressions pour faire revenir des témoins à charge sur leurs déclarations. Un bon chiffre pour le chômage au mois d'octobre, une baisse de 0,5% du nombre des demandeurs d'emploi, 17 700 de moins qu'en septembre. À la fin du mois d'octobre, il y avait en France 3 344 200 demandeurs d'emploi. Les employés de la NPE qui chaque jour reçoivent des dizaines de personnes ne sont pourtant pas satisfaits de leurs conditions de travail. Trop d'offres d'emploi sont proposées au détriment de leur qualité, ce qui accentue selon eux la précarité du marché du travail. L'enquête de Léo Lamberton. Elle pourrait servir de vitrine à la NPE. L'agence parisienne de la Porte de la Chapelle est un modèle de confort. L'ambiance y est feutrée. Et pourtant, y règne un certain malaise. Les agents ne parlent que des objectifs qui leur sont fixés. En 3 ans,
ils doivent augmenter de 70% le volume d'offres d'emploi proposées. Le fait de ramener des offres supplémentaires, c'est pas vraiment gênant. L'inconvénient, c'est si on doit uniquement se canaliser sur ça et que d'un autre côté, on laisse tomber les demandeurs d'emploi. Depuis un an, l'organisation du travail a changé. Les agents consacrent 2 fois plus de temps qu'avant à débusquer les offres d'emploi. Les résultats sont là. En 10 mois, l'agence a proposé 1700 offres, 36% de plus que l'an dernier. Si on nous demande, si vous voulez, des chiffres et d'être rentable, entre guillemets, c'est sûr que notre mission, et on a bien été content que pour l'instant l'ANP le fasse, on a un peu un service, je dirais, social du chômage. Hein. Les gens viennent ici aussi pour être entendus, même s'ils ne vont pas avoir d'offres, ils ont besoin d'être entendus, de parler. C'est un peu un lieu de rencontre, une ANPE aussi. Avec 15 000 inscrits, l'agence de la Chapelle est la plus importante de Paris. 300 personnes s'y pressent chaque jour. Mais depuis un an, les cadences se sont accélérées. La durée des entretiens a diminué. Obligés d'être productifs, les agents reprochent à leur direction d'écorner leur mission de service public. Je crois que le service public, c'est être au service du public. Qu'est-ce qu'attend le public de l'agence pour l'emploi? C'est du travail. Voilà, il faut leur en trouver. À la Chapelle, on reste sceptique. Beaucoup d'offres collectées ne sont en fait que des contrats précaires. Et même si le nombre d'inscrits a diminué, celui des chômeurs de longue durée ne cesse d'augmenter. À noter également, toujours au chapitre économique, à la limite avec le politique, l'appel du président du patronat français, François Périgaud. Il demande aux entreprises de suspendre tout financement aux partis politiques tant que de nouvelles règles ne seront pas fixées. Vous savez qu'un projet de loi sera à l'étude à l'Assemblée nationale à la fin du mois de décembre. Le problème de la toxicomanie maintenant, avec une surprise venue du Comité national d'éthique, créé il y a 11 ans. Il vient de publier un rapport dans lequel il ouvre la porte à une possible dépénalisation des drogues considérées comme douces. Valérie Gagé et Anne Poncinet. Le Comité national d'éthique n'a pas attendu qu'on vienne le consulter sur les problèmes de toxicomanie. C'est de lui-même qu'en avril 1993, il s'est saisi du dossier. Dans son rapport publié hier, le comité invite les pouvoirs publics à évoluer en modifiant notamment la loi de 70 sur les stupéfiants, aujourd'hui dépassée. Les écarts entre la pratique et la loi rendent celle-ci de plus en plus difficile à expliquer, écrivent les experts. Les effets de l'épidémie de sida ont par exemple conduit à développer les produits de substitution alors qu'ils sont encore classés comme stupéfiants. Certains agents pharmacologiques dits de substitution, comme la méthadone, entrent en ce moment dans le cadre des drogues illicites, alors que dans certaines conditions, ils peuvent éventuellement servir de médicaments. Le rapport du comité d'éthique va plus loin en suggérant que certains produits licites comme l'alcool sont aussi dangereux sinon plus que certaines drogues dites douces. Il estime qu'il faut revoir le système de pénalisation et pourquoi pas tolérer l'usage privé de drogue s'il ne nuit pas à autrui. Le fait de ne plus parler de la drogue et de parler des drogues déjà, c'est quelque chose d'important. Et le fait de sortir le cannabis de l'analogie qu'on peut lui donner de par l'application de la loi à toutes les autres drogues dures est quelque chose d'essentiel. Le rapport du Comité national d'éthique préconise une politique adaptée aux réalités actuelles de la toxicomanie. Il risque malgré tout de choquer les partisans encore nombreux de la répression à tout crin. Une respiration maintenant dans cette actualité chargée et pour tordre le cou à une idée reçue qui voudrait que les jeunes ne s'intéressent plus à la lecture. Le Salon du livre de jeunesse fête cette semaine son 10e anniversaire et il prouve le contraire. Geneviève Moll, Roger Mathurin. Ils étaient des milliers aujourd'hui à Montreuil, conduits par leurs parents, leurs maîtres, leurs bibliothécaires. Surtout ici on lit debout et à n'importe quel âge. Quel âge as-tu ? Mais c'est qu'il se passait une multitude de choses dans ce salon. Et d'abord les tam-tams du livre avec pour guide Ablaye, le Sénégalais. Derrière lui, un jury de 100 enfants qui ont élu les meilleurs livres de l'année. Le Passeur de Loïs Laurie chez Medium et Le Vrai Prince Thibaut d'Evelyne Brizot-Pélène chez Cascade. C'est un livre d'amitié parce que ces deux garçons, ils se disputent qu'une seule fois dans leur vie. Et comme on ne sait toujours pas qui c'est le prince, et ben ils gouvernent ensemble. C'est un livre quand même un peu effrayant, non? Non, au contraire, parce que l'auteur veut nous dire qu'on se plaint beaucoup de nos malheurs, mais sans nos malheurs, on ne pourrait pas avoir de bonheur. Et au contraire, il fait ça pour qu'on se rende bien compte
compte de notre bonheur. Ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants lecteurs sont très sérieux. Ils lisent avec attention et s'ils sont passionnés, c'est gagné. Ce qui est formidable ici, c'est que vous avez vos critiques sur place. Le salon est sous le signe de Rabelais puisque c'est le 600e anniversaire de sa mort. Rabelais? Mais qui était Rabelais? Dessinateur, je crois. C'est un dessinateur, Rabelais. Très bien. Et qu'est-ce qu'il a dessiné? Des contes, des bandes dessinées. Bon, ça n'est pas grave, ils ont le temps d'apprendre. En attendant, ils ont jusqu'à dimanche pour vivre le livre sous toutes ses formes et rêver. Beaucoup plus forte que la gentille cohue du salon du livre de jeunesse, l'hystérie provoquée à Londres par la sortie de l'album inédit des Beatles. Regardez Bernard Lebrun. Minuit 1 à Piccadilly Circus, les fans et collectionneurs en tout genre font sagement la queue. Ils ont rendez-vous avec le passé. Soudain, dans un camion blindé de transport de fonds arrivent les tout premiers exemplaires du trésor tant attendu. Enfin, il paraît. Ce qui est précieux et rare, alors courons l'acheter. La mise en scène est signée de l'un de ces petits génies du marketing qui travaille dans ce magasin. Ça marche, du délire. Aujourd'hui, c'est vers 1010. Aujourd'hui. 1 millier ce matin, 4000 ce soir. B comme business, la botte secrète des Beatles a encore frappé. Un incroyable succès? Pas si sûr. Il y a de la concurrence. Un surtout, descendu du ciel avec des disques par milliers qui n'oublient pas l'intérêt de vos petits souliers à l'occasion du Merry Christmas, cadeau de Noël oblige. Combat de géants entre le pape et Popstar, dont John Lennon lui-même, qui affirmait être plus connu que Jésus. Je crois que vous ne pouvez pas danser avec Jean-Paul, mais en plus c'est très populaire, mais je crois que le Beatles est plus populaire comme Jean-Paul. Erreur, le pape chez les Anglicans est déjà disque de platine. Normal, il est sorti 3 jours avant les Beatles. Très fort le marketing du Vatican. Qui va gagner la bataille des cadeaux de Noël? Eh bien je peux déjà vous le dire, c'est le pape qui a pris une longueur d'avance devant les Beatles. Ce disque, le rosaire, est d'ores et déjà épuisé dans cette grande surface à Londres. Voilà, passons de la musique au cinéma et à la télévision avec notre invité ce soir, Nicole Garcia. Rebonsoir. Bonsoir. Pour la diffusion juste après ce journal de Jeanne, un téléfilm tiré du roman de Nicole Avril, où vous interprétez, Nicole Garcia, le rôle d'une femme qui est chirurgien le jour, c'est sa profession, oui. Et qui la nuit va croquer des hommes, c'est ça? Non, pas du tout, elle ne croque personne. Non, Jeanne, c'est une sorte d'idéal de femme libre. Alors c'est un idéal, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr chacune de pouvoir l'atteindre, et c'est en ça qu'elle fait rêver, et c'est en ça qu'elle fait peur aussi. Alors je ne sais pas si c'est... Elle fait peur parce que peut-être on a peur pour les hommes qu'elle rencontre, mais elle est, je crois que c'est ça, un idéal de femme, un idéal de femme. Libre. Oui, libre. On va regarder tout de suite un extrait. Attendez-moi! T'inquiète pour toi. Tu es dans le coin, j'ai fait un détour. Ça va bien apparemment. L'été te va très bien, il était très beau. Je peux monter? Non, je passais juste, je m'en vais. Depuis que je suis ici, j'ai qu'une idée, c'est foutre le camp. Je peux monter? Je croyais que t'adorais l'escalade. Ouais, moi aussi, ouais. Bon, ça vous ennuie si on démarre? Oui, mais où? Je sais pas où on va démarrer. On s'arrêtera un peu plus loin pour que je mette mon pantalon. Ah, t'as pris un pantalon? Ouais, j'ai pas envie de montrer mes genoux. Bon, il est 1h, vous connaissez un restaurant dans le coin? On ne va pas tout dévoiler, mais cette rencontre avec cet adolescent va bouleverser en quelque sorte sa vie. Oui, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, elle est très libre, et comme elle est libre, elle scandalise beaucoup. Et même au moment où elle va être innocente, on ne va pas la croire, quoi. Parce que je crois que c'est sa liberté qui dérange les autres, et voilà, donc elle est vraiment innocente, mais avec ce jeune garçon, elle est vraiment maternelle, mais voilà, on ne va pas la croire. Comment vous la qualifieriez? Une sorte de Don Juan? Non, parce que Don Juan, c'est un mythe. Don Juan, c'est quelqu'un qui profite beaucoup de sa séduction, qui en jouit, qui voue sa vie à ça. Alors qu'elle, pas du tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime les hommes, mais elle a quelque chose de très particulier à elle, et c'est pour ça qu'elle m'a, moi, intéressée à jouer, parce que elle est assez loin de moi, et c'est comme ça qu'un rôle est intéressant. C'est qu'elle ne veut pas s'attacher à personne. On a l'impression qu'elle ne veut faire aucune promesse. Moi, je lui soupçonne un chagrin à Jeanne. Un chagrin dont on ne sait rien dans le film, et c'est bien, et qui fait qu'elle a cette sorte de
de fuite, et elle est assez forte en fait, parce que quand même pour vivre cette liberté, il faut arriver à supporter la solitude, quoi. C'est comme ça le prix à payer, et elle est assez forte, elle, pour le faire. Vous dites qu'elle ne vous ressemble pas, mais c'est une femme moderne, une femme d'aujourd'hui. Oui, c'est une femme moderne, mais elle est quand même, on pourrait dire d'elle, et je pense que les gens le diront, qu'elle fait, ce que je disais, elle fait à la fois rêver, elle a assez peur, parce qu'elle est un petit peu monstrueuse dans quelque chose de très égoïste, quoi, de très... Enfin, moi, je dis que elle a quelque chose d'enviable, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui trace un désir très fort, quoi. Elle trace son désir, quoi. Elle se laisse pas manger, dévorer par les autres, comme ça peut être parfois notre cas, nous tous, dans les relations qu'on peut avoir avec les gens. Nicole Garcia, vous êtes passée de l'autre côté de la caméra à 2 reprises, puisque vous êtes devenue réalisatrice de films. Je crois que le 2e est en cours de préparation, va bientôt sortir. Oui, il sort le 21 décembre. Est-ce que ça modifie votre comportement de comédienne? Écoutez, j'ai l'impression que c'est comme un bénéfice secondaire auquel je ne m'attendais pas quand j'ai commencé quand je suis devenue cinéaste. Comme actrice, j'ai l'impression maintenant que j'ai comme une sorte de légèreté, que j'ai... Peut-être parce que c'est vrai que la charge du metteur en scène est telle que quand on redevient actrice, on se dit, on laisse cette charge-là au metteur en scène, et il y a presque plus de plaisir, et plus d'audace aussi, je crois, par rapport à son image. On parlait de liberté tout à l'heure par rapport à Jeanne, et je crois que c'est une sorte de liberté plus grande, quoi. On ose plus, on n'a presque plus rien à perdre. Merci, on voit donc ça juste après ce journal à 20h50. Jeanne avec Nicole Garcia, avec Annie Girardot, tiré du roman de Nicole Avril. Merci beaucoup. Merci. Et puis je vous propose, pour refermer ce journal, de nous évader dans le Grand Nord russe, où loin de toutes nos considérations matérielles, une population de nomades, éleveurs de rennes, vit aujourd'hui encore, comme au siècle dernier. C'est un reportage de Dominique Derda et Jean-François Bernigaud. Regardez. Depuis des millénaires, ils parcourent la toundra des rives glacées de l'océan Arctique jusqu'au nord de l'Oural. Les commis sont des nomades, des éleveurs de rennes qui suivent au fil des saisons les migrations de leurs troupeaux. Nous sommes bien au-delà du cercle polaire, dans le grand nord de la Russie, à plusieurs heures de traîneau de la ville la plus proche, Vorkuta. En ce début d'hiver, la neige déjà recouvre à l'infini les paysages, les rivières sont gelées. Mais le temps est clément, moins 20 degrés à peine ce matin, et un léger vent d'ouest. 4 familles partagent la même tente, la douce chaleur du poêle, et les effluves de vodka qui, bien souvent, embrument les regards et alourdissent le sommeil des hommes. Pavla n'a que 24 ans et il en paraît déjà presque le double. La vie dans la toundra n'est pas de tout repos. Et elle n'a guère changé depuis la nuit des temps. Les rennes fournissent la viande, congelée au grand air en quelques minutes à peine et que l'on mangera crue, la peau dont on s'habille, et été comme hiver le moyen de transport le plus adapté au relief et au climat. Il n'y a pas d'enfants au campement. Les 2 filles de Pavla sont en pension en ville. La scolarité est obligatoire pour tous. Elles reviendront pour les vacances. Mais seront-elles nomades, comme leurs ancêtres? Rien n'est moins sûr. Déjà, la jeune sœur de Pavla a choisi de travailler à Vorkuta et de vivre en appartement. Je ne veux pas demander à mes enfants de vivre ici. Je ne veux pas que ce soit aussi dur pour eux que pour moi. Quand il y a une tempête, quand il fait moins 40 et que tu es obligé d'atteler les rennes à main nue, je ne veux pas que mes enfants supportent tout cela. Moi j'aime ça, je m'y suis habitué. Mais mes enfants, eux, ne s'y habitueront pas, parce qu'ils vont faire des études et qu'ils trouveront un autre travail en ville. Un monde qui change et pas toujours pour le meilleur. La viande de renne que vient ramasser le véhicule tout-terrain de la coopérative se vend de plus en plus mal. La peau trouve rarement preneur. Mais surtout, à mesure qu'avance la civilisation industrielle à la conquête des richesses du sous-sol, l'espace de liberté des éleveurs et des rennes se rétrécit. À proximité du campement, une nouvelle mine de charbon en construction. Il y en a déjà une bonne douzaine dans la région. Nous avons de moins en moins de place ici. Nous sommes obligés de contourner les tuyaux. Les rennes se cassent les pattes, ils se font écraser par les voitures et les trains. Alors qu'ils ont besoin d'espace. La toundra a été créée pour eux. J'ai l'impression que personne n'a besoin de nous. Si nous vivons ici, c'est pour nous-mêmes. Pavla et son clan ne restent jamais bien longtemps au même endroit. Bientôt, ils vont replier la tente et charger les traîneaux. Partir vers de nouveaux pâturages, disparaître dans ce qu'il reste encore de leur univers blanc. Voilà, c'est sur ce bol d'air et ce bol d'oxygène que nous nous séparons. Dans un instant, la météo de Sophie Davant, qui prévoit du brouillard demain matin sur la France, mais une journée très douce. Le dernier journal vers minuit vous sera présenté par Philippe Lefebvre. Demain matin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Bernard Debré, le ministre de la Coopération, qui est également coordinateur du sommet mondial de lutte contre le sida.
À 13h, Daniel Bilalian, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Excellente soirée, merci.